on se retrouve entre amis, entre paumés de la vie. Complicité d'un soir, chacun trouve son miroir. Au bar, le Zanzibar. Parlez-nous, s'il vous plaît, de ce village sicilien dans lequel vous êtes né. Je suis né à Comiso, c'est au sud-est de la Sicile, donc en province de Raguse, que je l'ai quitté à 3 ans. Tout ce que j'en savais lors de mon enfance, c'est que mon grand-père, qui était simplement cantonnier, mais qui s'occupait de l'eau du village, donc il allait l'ouvrir à 7 h du matin et la fermer à 7 h du soir, avait été surnommé pompeusement le maître des eaux. Donc à Comiso, je suis resté le petit-fils du maître des eaux. Bon, accessoirement, je chante à côté. Et donc, je viens de découvrir que Comiso est un village donc, agricole, mais aussi où il y a des très belles céramiques et où l'art est très présent parce qu'il y a une école des beaux-arts. Je viens de découvrir, et ça m'a donné une certaine fierté, que c'est le village natal aussi de Salvatore Fiume, qui est un très grand peintre italien, de Gesualdo Bufalino, qui est un très grand auteur un peu méconnu chez nous. Et donc, Comiso... C'est un village de combien d'habitants 30 000 habitants. C'est une ville, alors. C'est une ville, oui, une petite ville. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi il y a une basilique, il y a plusieurs églises. Moi, j'ai été baptisé à la basilique de l'Annonciation. C'est important, je l'ai dit, vu d'ici, c'est un peu comme des clubs de foot, parce que il y a 3 ans, j'y ai chanté, et juste avant, on m'a dit tu vas chanter à Comiso, mais pour qui? Pour les Nunziatari ou pour les Battistari? Pour ceux de l'Annonciation ou pour ceux de Saint-Jean-Baptiste? C'était important. Finalement, j'ai chanté à l'ex-base militaire, parce que malheureusement, fin 80, Comiso avait été tristement célèbre parce que l'armée américaine s'y était installée avec ses Pershing braqués sur le Moyen-Orient. Et donc, cette base militaire est devenue une base de paix, surtout depuis que Comiso, et encore une fois j'en suis fier, a été la seule ville d'Italie qui a accueilli des réfugiés kosovars. Mais alors maintenant, vous avez quoi? Une statue, une rue, un lycée Non. Non? Rien du tout, non. Oh. Non, je vous dis, je suis le petit-fils du maître des eaux. Ouais. Et vous avez encore de la famille là-bas? À Comiso même, pas vraiment. La dernière sœur de ma mère, qui est native aussi de Comiso, habite Marina di Ragusa, qui est à une vingtaine de kilomètres de là. Et que faisaient vos parents à Comiso? Ma mère, mon père est de Vittoria, donc mon père était puisatier, maçon. Oui, toujours dans les eaux, dans l'eau. Oui. Ma mère était couturière, mais pas à plein temps. Elle aidait le tailleur de la rue quand il avait trop de travail, c'est ma mère qui l'aidait. Mais ils ont quitté leur Sicile natale très tôt, puisque c'était en 47. Mais je retiens donc que la première langue qui retentit à vos oreilles, c'est le sicilien. Absolument. Et c'est bien que vous fassiez la distinction, parce que je crois que mon vocabulaire, pour les objets usuels du moins, c'est en sicilien qu'il est le plus riche. Par exemple, je peux vous dire comment on dit une louche en sicilien, et en italien, comme ça sur le... Et ça se dit comment? Cuppino ou cuppino. Oui, mais le sicilien est très différent de l'italien? Assez différent. Bon, on retrouve des racines communes, mais il y a des mots, comme c'est une terre qui a été envahie par plein de civilisations différentes, on retrouve des mots arabes, des mots portugais. Non, et alors, par exemple, j'étais très surpris quand je suis allé au Brésil, où j'ai entendu parler de chicara. On m'amène une chicara di café, qui en italien ne veut rien dire, mais c'est le mot portugais pour dire une tasse. Et les Siciliens disent una chicara. Alors, vos parents donc parlaient sicilien? Oui. Ils ne parlaient pas italien? Si, mais pas entre eux. Ils parlaient italien quand ils rencontraient des Italiens d'une autre région, par politesse, si j'ose dire. Oui. Et vous parlez toujours d'ailleurs le sicilien? Oui. Ah, vous parlez toujours? Oui, c'est ancré en moi, ça ne partira jamais. Et c'est étrange, mais il y a une certaine pudeur dans le fait de parler italien, sicilien, pardon. Si un Sicilien que je ne connais pas m'aborde dans la rue et me parle sicilien, je n'ose pas lui répondre en sicilien. La seule personne avec laquelle
je continue à parler sicilien, c'est la sœur de ma mère dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une langue qui est tellement intime, peut-être parce que mes parents ne sont plus là, ou alors il faut vraiment qu'on commence à blaguer. Et alors là, je sors tout mon sicilien. Mais moi, j'aimerais bien vous entendre dire une phrase en sicilien, quand même. Sogno Salvatore Adamo, sogno nato a Comeso mi chiamano Uffidio Mascilacqua. Ce qui signifie? Mais voilà, je suis né à Comiso. À Comiso, on m'appelle toujours le fils du maître des eaux. En italien, on dirait figlio del maestro dell'acqua, figlio do Mascilacqua. On a tendance à contracter les mots. Hein. Ouais. Et pourquoi donc vos parents ont-ils émigré donc, alors que vous n'aviez que 3 ans? Et vous étiez d'ailleurs à ce moment-là leur seul enfant. J'étais enfant unique à l'époque. Mais parce que la Sicile, malheureusement, ne nourrissait plus son homme. Et puis, c'est là que le destin intervient. Et mon père avait le choix entre la Belgique et l'Amérique du Sud, l'Argentine. Et donc, la sœur de ma mère et le frère de ma mère ont opté pour l'Argentine. Et mon père allait savoir pourquoi opter pour la Belgique. Et vous lui avez demandé la raison pour laquelle il a opté la Belgique? Je ne me souviens pas d'en avoir vraiment discuté, puisque moi, c'était une chose admise une fois pour toutes. C'est un pays qui m'a adopté, et me considérant moi-même comme belge, je ne me suis pas demandé pourquoi je suis belge et pas argentin. Mais c'est vrai que je me suis souvent demandé ce que je serais devenu si mon père avait opté pour l'Amérique du Sud. Oui, bien sûr. J'adorais le foot, mais je ne sais pas si j'avais le talent pour sortir de l'ombre par le football. Et que viennent-ils faire en Belgique? Travailler au fond de la mine, bien sûr. Oui, comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. Et donc au début... Ils s'installent où? Au début, nous avons vécu 6 mois dans une grande bâtisse en briques à Glun, au tout début, et puis on nous a mis dans un camp de baraquement qui avait accueilli des prisonniers allemands au départ, et nous sommes restés là 3 ans. Ah oui, début très très difficile. Je pense que oui, pour mes parents surtout. Moi je dis que pourvu que j'avais la main de mon père d'un côté et celle de ma mère de l'autre, je ne voyais pas ce qu'il y avait autour de moi, ils l'ont bien caché, mais pour eux ça devait être terrible. Est-ce que vous avez gardé des souvenirs précis de cette période difficile? Oui. J'ai gardé le souvenir. Bon, nous étions en majorité des Italiens. Il y avait un autre campement à quelques kilomètres qui, lui, abritait des Polonais et des gens de l'Est. Mais dans ce campement italien, il y avait quelques Nord-Africains. Et je me souviens de l'angoisse de certains pour l'obtention de leur permis B, qui finalement décrétaient qu'ils pouvaient rester en Belgique. Et je me souviens d'un Algérien qui était le seul qui parlait un peu français dans le campement, qui m'aidait à faire mes devoirs. Et un jour, j'ai vu la police l'emmener menottes au poing parce qu'il n'avait pas eu son permis de séjour. Ça m'avait bien marqué, oui. Alors qu'il me faisait que du bien, ce type-là. Oui, oui. Et vos parents, à ce moment-là, ont-ils appris le français? Mon père s'est adapté très vite. Ma mère, beaucoup moins. Ma mère, jusqu'à la fin de sa vie, elle parlait avec un très très fort accent italien, alors que mon père, il savait bien tourner ses phrases en français. Oui. Oui. Et vous, alors, vous allez à l'école? Oui. Tout de suite Je vais 1 an en maternelle, à l'âge de 5 ans, et puis, je ne veux pas vous apitoyer sur mon sort, mais je tombe malade. J'ai en même temps une mastoïdite et une méningite, donc je passe près de 2 ans dans une clinique universitaire à Louvain, en Flandre. Et là, j'ai connu une bonne sœur qui s'occupait de moi, sœur Marie-Agnès, qui m'a éduqué, qui m'a appris des tas de choses. Et quand je suis sorti de... Qu'est-ce que vous appelez appris des tas de choses? C'est quoi? Elle m'a appris ce qu'on devait apprendre à l'école à ce moment-là. Ah oui. Elle m'a fait suivre un... Vous avez eu des cours particuliers? Oui, pratiquement. Oui. Oui. Je ne sais pas si elle le faisait avec d'autres petits Et malades. vous avez appris le français, bien entendu. Oui, aussi. Et quand j'ai intégré l'école, donc vers 7 ans, je suis entré directement en classe de 3e, en faisant l'impasse sur la première la seconde, tellement elle m'avait bien formé. Et à ce moment-là, vous rentriez à la maison et vos parents continuaient de parler italien, bien entendu, avec vous. Oui. Mon père parlait français avec moi, Oui. et ma mère sicilien. Mais est-ce que vos parents, à ce moment-là, étaient des gens heureux, ou heureux parce qu'ils avaient trouvé un bon travail, ou malheureux d'avoir perdu la Sicile? Il y avait un peu les deux sentiments qui se mélangeaient en eux. C'est vrai que le travail au fond de la mine est terrible, mais mon père me disait, au moins, ce travail-là, je l'ai,
et je peux nourrir ma femme et mon enfant. Bon, nous avons vécu, dans le cadre même familial très proche, des drames autour de la mine. Si un Zola les écrivait, on trouverait qu'il exagère. Et on vivait avec une... Comme le campement était pratiquement contigu au charbonnage, au puits 28, on vivait avec une espèce d'épée de Damoclès sur la tête parce que parfois la sirène retentissait, et on se demandait sur qui ça tombait. Oui. Et c'était souvent des gens qu'on connaissait. Oui. Mais enfin, il y a une certaine quand même aisance qui s'installe dans la famille, parce que je crois que vous avez à ce moment-là, vous allez avoir 6 frères ou 7 frères et sœurs. À partir de 9 ans, puisqu'il y a 9 ans entre ma première sœur et moi, une aisance, je ne sais pas, parce relative, que mais... pendant les années de misère, ma mère a fait aussi quelques fausses couches, donc oui. À l'époque, c'était un peu le destin qui décidait, quoi. Oui. Mais alors, vos parents ont la volonté de vous éduquer, de faire en sorte que vous n'alliez jamais à la mine? Absolument. Ça a été la grande ambition de mon père, si j'ose dire. Lui-même n'ayant pas eu la chance de faire des études, m'avait confié au curé du village. Et bon, en primaire, comme on dit chez nous, il n'y avait pas de choix qui s'imposait, mais en humanité, là, il y avait déjà un premier choix. Et comme à l'époque, l'avenir, c'était les maths, je suis entré en section mathématiques scientifiques modernes, alors qu'avec le recul, j'imagine que le latin-grec m'aurait été plus utile, mais je dois dire que le fait d'avoir appris les maths, ça me donne une certaine assise. Mais vous recevez une véritable éducation chrétienne. Oui, mais jusqu'à l'âge de 20 ans, même au stade universitaire, parce que j'étais à Saint-Luc à Tournai, qui après les humanités, j'étais aussi chez les frères des écoles chrétiennes. Hein. Est-ce que vous, à ce moment-là, vous devenez un mordu de la poésie? Ça commence vers 15 ans, grâce à un professeur de français. Il faut que vous sachiez que à l'institut où j'étais, des frères des écoles chrétiennes, Prévert était à l'index, les surréalistes étaient à l'index. Donc il fallait, on lisait Péguy, Claudel, Bernanos, Cronin, Les Clés du Royaume. Et donc le prof savait que j'avais quelques velléités, je commençais à écrire des petites chansons, et donc il m'avait dit « Tu devrais lire Prévert, mais surtout pas en classe ». Et c'est comme ça qu'il m'a donné une espèce d'ouverture d'esprit vers autre chose que Notre-Dame de la Beauce et tout ça, de Péguy et Claudel. Oui. À ce moment-là, vous commencez déjà à écrire un peu? J'ai commencé vers 15 ans, oui. Mon grand-père maternel m'a fait parvenir une guitare. Je me suis longtemps demandé pourquoi il m'avait envoyé une guitare. Et je l'ai su, c'est la sœur de ma mère donc, qui me l'a dit il n'y a pas longtemps. C'est ma mère qui lui avait écrit en lui disant que, c'est vrai, maintenant je m'en souviens, que je passais mon temps devant les miroirs avec une brosse en guise de guitare et à me déhancher, à imiter je ne sais plus qui. Et donc j'ai reçu une guitare comme ça qu'un oncle m'a ramené de Sicile. Apprenez-vous le flamand? Oui, c'était deuxième langue obligatoire à l'époque. Oui. Et donc vous parlez le flamand? Je parle le flamand, oui. Ah, vous parlez donc le Ik spreek Nederland, ik spreek Vlaam. Ah oui, bien sûr. Et alors, j'ai remarqué que dans les chansons dont on publie les textes, tous ces textes que vous avez écrits, l'une de ces chansons s'intitule Théorème et dédiée à Pablo Neruda. Pourquoi? Parce que l'idée de départ est de lui. Depuis le temps que je t'aime, je n'ai pas encore commencé à t'aimer. Et j'ai brodé autour de ça. Ah oui. Enfin, dans le recueil de textes, j'ai mis toutes les références des gens qui m'ont juste donné l'idée de départ, comme René Char pour une chanson qui s'appelle Elle, Jules Laforgue pour une chanson Tous les bancs sont mouillés. Ouais. Oui. Pour revenir aux langues, dans quelle langue chantez-vous? Alors, en dehors du français, bien entendu. Mais est-ce que vous chantez en flamand, en Belgique? Oui, quand je chante côté flamand, je fais la présentation des chansons en flamand, et j'en chante 2 ou 3 en flamand. Oui. Et vous chantez en italien, sûrement? En italien, je fais tout mon tour de chant en italien, pratiquement. En Allemagne, je le fais en allemand. Là, je rentre du Chili, où j'ai fait tout mon tour de chant en espagnol.
Pigre. Et quand vous allez au Japon? Je chante quelques chansons en japonais. Je baragouine le japonais. Non, parce que là-bas, vous êtes une star adulée. Disons que j'ai un public fidèle, faut pas non plus... C'est vrai que entre les années 60 et 70, j'ai eu, comme en France, une série de succès. Maintenant, j'ai un public fidèle, mais je ne peux pas dire... Les jeunes connaissent certaines de mes chansons, comme Tombe la neige ou Sans toi, mamie, mais je ne pense pas qu'ils me connaissent, moi. Heureusement, il reste assez de japonais pour remplir les salles quand j'y vais, mais... Oui. Non, voilà, j'ai une belle histoire d'amitié avec eux. Et comment l'expliquez-vous? Est-ce le fait, d'abord, de ma voix rauque, le fait que j'écrive beaucoup en mineur, ce qui leur plaît, et j'ai bénéficié aussi de la sympathie d'une grande chanteuse japonaise, Kosiji Fubuki, qui a été la première à enregistrer mes chansons, qui en a même fait tout un album qu'elle m'a dédié. Et à la suite de ses propres interprétations, elle avait une émission de télévision, elle m'a invité, et comme ça on s'est présenté le plus japonais. Mais oui, mais quand vous chantez des chansons en allemand, en flamand ou en italien, ce sont des chansons qui sont de la traduction de vos propres chansons, ou bien oui, ou ce sont des chansons inédites dans ces langues? Ce sont les traductions de mes chansons. Ce sont les traductions. Et à part le japonais, où j'ai besoin de quelqu'un pour me dire si la traduction est fidèle ou pas, en allemand, je suis capable de le contrôler. En espagnol, en italien, je le fais. En l'honneur de l'Italie et de la Sicile, avez-vous écrit des chansons en italien et en sicilien? Oui, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Cara Italia. Celle-là était en français, à la suite de l'assassinat d'Aldo Moro. Je ne le cite pas précisément, mais c'était toute cette période trouble en Italie. Sinon, j'ai écrit des chansons directement en italien, dont une qui s'appelle Terra Mia, ma terre, que je ne chante qu'en Sicile, parce que ce serait un peu trop démagogique que de la chanter ailleurs, de profiter de l'émotion de l'éloignement. Peut-être ça ferait plaisir, mais j'ai une pudeur qui me dit que je ne dois pas l'enregistrer. Mais j'en écris d'autres directement en italien. Décidément, avec cette langue sicilienne, vous avez des problèmes, non? J'ai des problèmes parce que quand je parle sicilien, c'est comme si je me mettais un peu à nu, je ne sais pas pourquoi. C'est votre âme, parce que c'est votre absolument, âme. C'est la langue de votre... Sans doute. Sans doute, oui. Et puis, vous avez écrit une chanson qui s'intitule « Les Bleus de Montréal », où vous employez... un peu de joual, oui. Un peu de joual. Oui. Et c'est une langue que j'aime beaucoup, qui a gardé certaines images du vieux français aussi. Et j'ai voulu leur rendre hommage. J'ai voulu leur rendre hommage avec ces Bleus de Montréal. Par exemple, encore aujourd'hui, juste avant de chanter, on vient nous dire « Attention, la salle est noircie ». La salle est noircie. Oui. Donc ça veut dire qu'elle est... Oh, c'est le noir, quoi. C'est le noir, ouais. Il y a plein de belles expressions là-bas. La poudrerie de neige, il y a des très beaux mots. Hein. Mais dans votre chanson, vous avez le mot pacté, c'est qui veut dire sous. Sous, oui. Sous, ou bien, ça c'est connu, le bec veut dire un baiser. Oui, oui. Mais j'en ai le cœur tout magané. Magané, c'est abîmé. Démoli. Oui, démoli. Ah, oui. Employez-vous dans votre conversation des mots belges que nous, Français, ne connaissons pas? Ça doit m'arriver, à mon insu, d'employer des belgicismes. Par exemple, le verbe chipoter. Chipoter, ah ben non, on l'emploie, nous. Attention, alors, il n'a pas le même sens. Ah, ben alors, quel est le sens en français, ça veut dire mégoter. Oui, c'est ça, voilà. Et en belge, c'est chipoter à quelque chose. C'est-à-dire? Ça veut dire essayer de réparer quelque chose, on chipote pour arranger. Ah bon? Oui, oui. Des fois, je me suis laissé piéger. Mais vous dites évidemment, comme tous les Belges, et c'est pas une critique, hein, 70, 80, oui. 90... Mais quand je reste assez longtemps en France, il faut que je me réadapte, parce qu'il m'arrive de dire 70 en Belgique, et j'ai peur que ça fasse un peu pète sec. Ça peut choquer même. Ça fait pas trop plaisir venant d'un Belge. Quoi. Oui. Une question un peu large, mais est-ce que vous avez l'impression que la Belgique francophone et la France sont vraiment deux pays différents? Non. Non, parce que moi, je dis souvent qu'en vivant à Bruxelles, je suis plus proche de Paris qu'un Cabrel qui vit près de Toulouse. Et puis,
Oui, mais ça, c'est la distance géographique. Oui, ça ne veut mais pas dire même que... culturellement, nous suivons, on suit la RTBF et RTL, mais nous sommes arrosés par les chaînes françaises et tout grand événement artistique en France arrive jusqu'à la Belgique. L'inverse n'est pas forcément vrai. Mais quand vous êtes en Belgique, vous avez l'impression d'être en France, et quand vous êtes en France, vous avez l'impression d'être en Belgique, vraiment? Non, non, je n'ai pas dit ça. Ah, alors expliquez-moi. Non, non, vous m'avez demandé si on peut se sentir français en vivant à Bruxelles. On peut se sentir concerné culturellement et artistiquement. Bien sûr, il y a des particularités. Oui, bon, on se retrouve dans certains artistes plus typiquement belges qui expriment cette espèce de surréalisme qui vient peut-être du fait que le ciel est souvent bas et qu'on se mette sur la pointe des pieds pour essayer de voir le bleu, que ce soit les De Gelderode, les Magritte, des poètes comme Achille Chavet. Bon, ceux-là, même Michaud, ils sont belges, mais je crois qu'ils ont atteint l'universalité puisque vous parlez d'eux en France aussi. Oui, mais là, je vous répète ma question. Oui. Quand vous êtes en France, vous êtes à Paris ou en province, est-ce que vraiment vous dites que... Non, on voit bien que je ne suis pas en Belgique. Quand vous êtes alors, qu'est-ce qui fait que c'est que... Est-ce que quand vous êtes dans l'un des deux pays, est-ce que l'autre vous manque et inversement? J'ai essayé de vivre à Paris entre 72 et 82. Et comme vous venez de le dire, c'est vrai que la Belgique me manquait. Et pourquoi elle vous manquait-elle? Parce que j'y avais mes souvenirs, mes premières amitiés dont j'étais certain qu'elles étaient vraies. Paris, qu'on le veuille ou non, c'est un privilège d'y être. Mais il y a quand même une espèce de représentation perpétuelle à laquelle je me fais assez mal. Donc je profite de Paris quand je viens, mais j'ai besoin d'aller respirer ma bouffée d'air belge au plus vite après. J'ai vu que votre popularité est immense en Belgique. J'ai la chance de toujours bénéficier de cette sympathie de la part du public belge. Et ça me touche beaucoup. Je crois que dans les sondages de notoriété, d'amitié, de sympathie, vous arrivez tout de suite après le roi. Mais ça ne veut rien dire. Non. Je ne vois pas pourquoi on compare. Moi, je suis content qu'on ne m'ait pas oublié, c'est tout, mais qu'on établisse une hiérarchie, je trouve ça un peu déplacé. Au fond, vos deux seuls rivaux belges, ce sont le roi et Tintin. Pourquoi rivaux? Mais ils sont des amis. Ce soir